Bienvenue dans Infirmière de novice à experte, le balado qui accompagne les étudiantes en soins infirmiers et les jeunes infirmières dans leur parcours professionnel. Nous sommes Sylvie et Karine, deux enseignantes passionnées par la formation des infirmières de demain. Dans chaque épisode, on explore les défis, les apprentissages et les réalités de la profession infirmière. Que vous soyez encore étudiante ou que vous débutiez votre carrière, nous sommes là pour vous guider et vous inspirer à devenir une experte dans votre pratique. Alors mettez vos écouteurs, prenez un café et c'est parti pour un nouvel épisode de Infirmière de novice à experte. Bonne écoute! Bonne écoute! Salut Sylvie! Salut Karine! Donc, je voulais voir aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle vraiment de l'entrée dans la profession. Tu sais, là, de dire, après l'école, là, on fait quoi? Bien, c'est un sujet d'actualité en plus parce qu'il y en a plein présentement qui sont en train de finir leur session, leur parcours. Puis ça peut être désarmant là, de se retrouver dans ce monde-là chez l'employeur, puis comment s'organiser au travers de ça, puis comprendre les étapes qui s'en viennent devant nous. Je suis contente qu'on parle de ça aujourd'hui. Puis, il faut voir aussi qu'il n'y a pas juste un employeur, il y en a plusieurs. Puis, malgré que maintenant, on est rendu avec un gros employeur au niveau du gouvernement, qui est Santé Québec. Donc, ça aussi, ça amène des chambardements qu'on ne peut même pas soupçonner, je pense encore, parce que c'est juste en début, ça commence, ces affaires-là. Oui, c'est sûr que moi, je n'oserais pas trop me prononcer sur ces changements-là aujourd'hui, mais je pense qu'on est capable de voir aussi, tu sais, l'infirmière, quand elle commence où, c'est quoi les étapes dans son intégration, puis aussi les privilèges, mais aussi les obligations qu'elle a peut-être au travers de tout ça. Puis toi, tes étudiantes, est-ce que tu leur suggères d'aller voir les employeurs rapidement en deuxième année, en troisième année? Est-ce qu'il faut qu'ils attendent d'avoir fini leur cours avant d'aller postuler pour un emploi de CP? C'est vrai qu'ils sont recrutés assez tôt hein, dans leur processus de formation, durant leur DEC ou leur bac. Je pense qu'ils sont venus, ils viennent les chercher très, très rapidement. Fait que plus tu postules tôt, je pense, mieux c'est. Mais souvent, c'est un bon 6 mois avant que le processus d'embauche se fait, là, si je ne me trompe pas, Sylvie. OK. Donc, Fait que c'est une grosse machine. c'est une grosse machine, vraiment. Ouais. Vraiment. Fait qu'ils vont passer l'entrevue d'embauche. Souvent, il y a des questionnaires aussi en lien avec ça. Une évaluation de la santé avec une infirmière qui vérifie qu'ils ont les vaccins, qui ont aussi, tu sais, pour la CNSST, ces choses-là. Puis après ça, mais ils vont choisir où est-ce qu'ils vont aller travailler au début de leur parcours. Puis ça, ce choix-là, c'est un grand mot choisir, hein, parce que c'est une proposition que l'employeur va faire à la nouvelle embauchée. Ils vont leur donner 2 ou 3 choix, des fois maximum, là, de milieu où est-ce qu'ils peuvent aller travailler. Puis parfois, ça va être juste un aussi. Donc, dépendant du milieu où est-ce qu'on travaille. C'est pas vraiment nécessairement l'infirmière qui va choisir où est-ce qu'elle travaille en début de pratique, je pense. Puis, tu sais, là, ils vont être engagés, mais est-ce que c'est sûr qu'ils vont continuer là longtemps? Ils vont-tu, tu sais, c'est-tu, ah, ben là, je suis engagée, j'ai été externe, là, maintenant, je vais être CP. Est-ce que c'est différent au niveau du processus, là, pour rester dans la boîte, comme on dit, là? Mm-hmm. Mais moi, je vais parler de ce que je connais, mais je pense que souvent, ils sont embauchés un peu, ils ne sont pas sur un poste nécessairement quand on commence. Donc, quand on commence, on va être ce qu'on appelle sur l'équipe volante ou quelque chose comme ça. On va être stabilisé sur un étage, donc on va se faire orienter sur le département au 3e nord, on va appeler ça comme ça aujourd'hui. On se fait orienter sur ce département-là, on passe à peu près, bon, des fois, il y a des journées d'orientation théorique. Après ça, il va y avoir les orientations qui sont au niveau pratique. De ce que je connais, c'est souvent plus 10 12 jours, là, gros maximum, dernièrement, les orientations. Puis après ça, on va commencer notre période de probation en tant qu'infirmière sur l'étage. Puis on va faire plusieurs corps de travail. C'est l'équivalent d'à peu près 3 mois de travail là, où est-ce que l'infirmière va être en probation. Qu'est-ce que ça veut dire, la probation? Ben, moi, l'approbation, ça veut dire que oui, tu es engagé, mais l'employeur se garde une réserve de dire, ben, peut-être que tu ne fais pas l'affaire. Puis des fois, c'est peut-être que tu ne fais juste pas l'affaire dans ce milieu-là. Mm-hmm. Donc, il faut que
je pense que les jeunes doivent être aussi au courant c'est pas parce que ça fonctionne pas dans un milieu que ça fonctionnera pas ailleurs dans l'hôpital. Donc, il faut pas prendre ça comme une défaite non plus. Tu sais, tu peux être quelqu'un qui aime prendre son temps, qui aime aller plus en profondeur dans tes évaluations, prendre le temps avec les patients. Puis là, on te met dans une unité de cardiologie où ça roule, tout est vite, 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 mais tu n'es peut-être pas à ta place. Donc, fait que ça se peut que la période d'embauche, donc la période de probation, ne se passe pas bien dans ce département-là. Donc, il faut aussi voir, peut-être des fois avec l'employeur, de dire, c'est peut-être pas mon milieu à moi. Est-ce que je pourrais être déplacée ailleurs, dans un autre milieu, mais j'aime davantage prendre mon temps. Donc, est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres places, soit en médecine, soit en longue durée? Tu sais, il y a tellement de places où on peut aller travailler comme infirmière que c'est pas parce que sur le premier département où on est orienté que ça va devenir ton emploi pour les 40 prochaines années, hein. Mhm. Ouais. Puis des fois, on a choisi un peu où est-ce qu'on s'en allait. Donc, c'est un désir aussi on voulait bien aimer ça. On savait, on pensait qu'on allait aimer ça puis qu'on allait être bien dans ce département-là. Des fois, on a déjà été en stage sur le département, puis là, on arrive, puis on est surpris par la charge de travail ou par aussi d'autres choses comme la nature des patients, la relation qu'on a avec eux. Puis là, on trouve que ça ne nous correspond pas. Je pense que c'est ça que tu es en train de dire, Sylvie, là, quand on réalise que le département, finalement, il n'est pas pour nous, c'est parce que ça ne nous ressemble pas au bout de la ligne, ça ne ressemble pas à ce que je veux être comme infirmière ou à le rythme de travail que je veux soutenir aussi pendant ce temps-là. Puis finalement, il faut juste nommer nos besoins au niveau de l'employeur. Je pense que c'est une des choses qu'on a déjà dit dans d'autres volets, là, dans nos podcasts, mais de dire qu'est-ce que j'ai besoin, de questionner aussi les possibilités parce qu'il s'est peut-être rendu compte aussi que ça ne nous correspondait pas non plus, ce département-là. Puis tu sais, c'est pas une fin en soi. Tu sais, selon le milieu tu sais, la vie où tu es rendu, tu as 20 ans, tu as 25 ans, après ça, tu as des enfants. Donc, tu sais, ta vie va changer, tes priorités vont changer, puis tes goûts aussi vont changer. Donc, peut-être que tu vas avoir quelque chose de très, très actif. Puis en fin de compte, tu dis, bon, ben, OK, j'ai comme fait le tour, là, j'ai fait 1 an, 2 ans, 3 ans, puis j'irai peut-être sur un autre département ou plus tranquille ou avec un corps de travail plus stable. Donc, tu sais, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on change. Puis on va changer, nos intérêts vont changer, on va peut-être trouver un milieu où, ça nous convient davantage. C'est des pathologies on ne pensait pas aimer ça, mais là, plus on lit là-dessus, plus on développe nos évaluations, nos compétences dans ces pathologies-là, puis on se dit, ben oui, j'aimerais peut-être ça, aller travailler dans ces milieux-là. Donc, ça aussi, il faut se laisser cette chance-là de pouvoir se promener dans nos pratiques, que ce soit en début de pratique ou même que ce soit plus tard. Tu sais, nous, on est des enseignantes, mais on n'a pas commencé notre formation comme enseignante. Tu sais, on n'a pas commencé dans le métier comme enseignante. Toi, tu as commencé à quelle place, à quel endroit, ou dans quel milieu? C'est drôle que tu me demandes ça parce que quand tu viens juste de parler qu'après 2, 3 ans, ça se peut que ça ne nous corresponde plus, puis je vais raconter mon entrée parce que c'est exactement ça qui s'est passé. Moi, j'ai commencé en neurologie dans un domaine assez spécialisé, un département quand même assez, je dirais pas que c'est le plus chamboulé au niveau du rythme des soins et tout. Donc, moi, avec mon grand enthousiasme de 19, 20 ans, ben, après 2 ans, là, je trouvais que j'avais fait le tour, là. J'avais tout compris ce qu'il y avait à comprendre en neuro, puis je voulais des défis. Fait que je me rappelle que je suis allée voir ma chef d'unité, puis j'ai dit non, moi je suis prête pour d'autres choses, là, j'ai besoin de grands défis. Puis là, elle m'a dit ben parfait, monte aux soins intensifs en neuro. Puis là, j'ai dit ben non, moi la neuro, je connais ça. J'ai fait le tour, j'ai besoin de défis. Et donc, moi, je trouvais que ça ne me correspondait plus. Puis, une des belles choses de cette profession-là, c'est en effet que c'est riche, puis tu peux te promener un petit peu partout. J'ai décidé d'aller aux soins intensifs en pensant très bien. Moi, je pensais que ça me correspondait pile poil. Là, dans ma tête, c'était ça qu'il fallait. Et quand je me suis retrouvée aux soins intensifs,
d'un centre de traumatologie. Donc, tu sais, moi, dans ma tête, là, c'était le plus intense que je pouvais aller. Je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas du tout parce que moi, il faut que je parle au patient. Puis là, ben, il dormait, le patient. Hein, il est sédationné, il est en coma artificiel. Donc, je ne peux pas lui parler. Je manquais cet accès-là à mon patient, ce volet-là humain qui, pour moi, est tellement présent en neuro. Je ne l'avais pas du tout aux soins intensifs. Donc, je pense que j'ai fait 2 semaines, 3 semaines. Puis, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas du tout, ce milieu-là. Puis, c'est correct. Puis, mais j'ai pris ça comme un échec au début. J'ai trouvé ça difficile. Tout le monde, en plus, on te dit, mais c'est parce que c'est trop difficile. Je sais que c'est tough, les soins intensifs, puis tout ça. Je ne sais pas parce que je trouve ça tough. C'est parce que ça ne me correspond pas. C'est pas quelque chose dans lequel je me retrouve, tu sais. Puis il y en a qui sont super épanouis aux soins intensifs, puis il y en a d'autres que la neuro, ça emmerde complètement. C'est correct. C'est riche, la profession infirmière, puis on a plein de diversité au travers de nos soignants aussi. On peut aller dans plein de choses différentes, puis on est tous des infirmières différentes. C'est la beauté de la chose, là. Vraiment. Ah Bon, oui. après ça, je me suis retrouvée enseignante. Mais tu sais, moi, mon parcours était plus long. Puis, tu sais, à un moment donné, je me disais, ben, on peut, à chaque année, si on veut, changer de milieu. Tu sais, d'être infirmière à la base, c'est comme notre laissez-passer, c'est notre permis pour pouvoir aller où on veut après. Puis, je me disais, je pourrais changer à chaque année, puis je pense que je n'aurais pas fait le tour de tous les départements. Ouais. Tu sais, moi, j'ai commencé, bon, dans ma réalité, quand on a commencé en 94-95, il n'y avait pas d'emploi. Donc, peu importe où ils nous envoyaient, on disait oui, c'est sûr qu'on y va. Fait que, mais j'ai été chanceuse, je suis tombée dans un département de chirurgie. Donc, ça, j'aimais quand même ça. Mais un peu comme toi, puis comme la majorité des jeunes dans la vingtaine, on veut de l'action. Donc, moi, je voulais vraiment aller travailler à l'urgence ou aux soins intensifs. Mais là encore, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de débouchés, c'était les 5 ans et plus qui pouvaient y aller. Donc, si tu Mm. n'avais pas 5 ans d'expérience, tu ne pouvais même pas appliquer sur les postes de soins intensifs. De toute façon, il n'y en avait pas, ou très peu. Donc, fait qu'au bout de 5 ans, j'ai réussi à avoir mon poste aux soins intensifs. Je te dirais que c'est une belle période. J'ai bien aimé ça, mais ce que je voyais comme différence avec l'urgence, parce que de temps en temps, j'allais travailler à l'urgence, c'était vraiment de l'urgence était, l'objectif, c'était de trouver le problème. On trouve un problème, après ça, merci, bonsoir, on envoie ça aux soins intensifs. Puis là, on fait vraiment la finalisation. Donc là, on va vraiment aller en profondeur, essayer de comprendre c'est quoi le problème du patient pour justement l'aider, puis ensuite de ça, l'envoyer sur l'unité de soins. Fait que j'aimais beaucoup les deux. Fait que quand je me suis promenée quand même pas mal euh, dans les deux côtés. Après ça, je me suis rendu compte que l'urgence était beaucoup plus adaptée à moi parce que ça roulait vite, parce que moi, j'aimais ça stabiliser, puis après ça, merci, bonsoir, on s'en va. Puis, j'ai eu la chance d'aller travailler parce qu'ils là, on commençait à manquer de personnel un peu partout, de travailler à la salle de réveil qui est un autre monde, qui est entre un peu les soins intensifs, mais là encore, mais ce qui roule beaucoup. Parce que tes patients, tu les as pas longtemps, ils arrivent du bloc opératoire, tu les réveilles, puis après ça, ils s'en vont. Fait que, tu Mm. sais, j'avais un petit peu des deux, puis il y avait de la surveillance. Il y avait quand même, c'est quand même critique parce que quand ça va pas bien, c'est vite que ça va pas bien, là. Donc, fait que ça, cette partie-là, je l'ai beaucoup aimée. Et mon rêve ultime avant d'enseigner, ça avait été d'aller travailler au bloc opératoire qui Ouais. est une chasse gardée, en tout cas qui l'était beaucoup dans mon temps quand on a commencé à travailler. C'était dur de rentrer au bloc opératoire. Puis, j'aurais vraiment aimé ça, mais je n'ai pas été capable. Non pas parce que je n'avais pas les compétences. Tu sais, moi, j'allais des fois, j'allais aider un peu, mettons, en orthopédie, donc dans les chirurgies, là, tu sais, où il y a du sang partout, c'est les drills et tout ça. J'aimais ça, je trouvais ça super cool. Ce qui m'a bloqué, c'est que je devais faire de l'ophtalmo. Puis de l'ophtalmo, donc faire des extractions de cataracte. Puis j'ai une peur Mm. des yeux, donc je perdais connaissance. Donc, on m'a essayé dans une salle où, tu sais, ils font 7-8 cataractes par jour. Je n'ai pas été capable d'en faire une parce que j'avais des chaleurs puis je perdais connaissance. On a essayé tant comme autant, fait que parce que je n'étais pas capable de faire d'ophtalmo, qui est des petites chirurgies quand même de base, ben, je n'ai pas pu prendre le poste au bloc opératoire.
Donc, par la suite, ben là, c'est là que j'ai commencé à dire, bon, ben, peut-être que l'enseignement pourrait être quelque chose qui m'intéresserait parce que j'avais déjà des aptitudes, je pense, en enseignement. J'ai commencé comme ça à enseigner. Donc, fait que, tu sais, C'est il y a vaste, hein? plein de Tout ce que tu as milieux. décrit que tu as fait, c'est déjà très vaste. Mais on voit qu'il y a l'action derrière tout ça, il y a l'espèce d'adrénaline. Puis je remarque que finalement, on est différentes peut-être au niveau de ça parce que moi, je le cherche moins dans mes corps de travail, tu sais, dans ce que j'ai fait dans le passé. Puis ça, cette adrénaline-là, c'est moins quelque chose que moi, j'ai besoin dans mon corps de travail. J'ai aussi fait du soin de longue durée, par exemple. Puis ça, j'ai beaucoup aimé ça en CHSLD, l'aspect que tu as tes 40 résidents, tu apprends à les connaître vraiment beaucoup, à connaître leur famille, à faire des plans d'intervention avec eux, à s'assurer que leur autonomie est respectée, que la dignité humaine, je ne dis pas qu'il n'y a pas de dignité dans les autres milieux, là, mais donc c'est ton aspect de soins central, puis tu construis quelque chose sur du long terme, là, vraiment plus que le aigu. Fait que c'est vraiment des rôles très contrastants, je trouve, quand même. Puis la profession infirmière, ça nous offre tout ça. Mais j'y étais aussi en longue durée, mais plus tard, beaucoup plus tard dans ma pratique, parce que oui, j'étais enseignante, mais durant l'été, j'avais rien, pas que j'avais rien à faire, mais on était en congé, on faisait pas de stage, tout ça. Puis il manquait beaucoup de personnel, donc je suis allée travailler en longue durée et je me suis un peu fait prendre au jeu à aimer ça, à aimer l'autonomie que la longue durée me donnait parce qu'il n'y a pas de médecin, ou très peu. Ils viennent faire une tournée, puis c'est à peu près tout. Mais tu sais, avec plein les ordonnances collectives qui étaient là, il y avait une latitude que j'avais pas besoin de demander tout le temps au médecin pour telle affaire, ou je peux-tu faire ça, je peux-tu faire ça. J'avais cette autonomie-là que j'ai adorée en longue durée. Mhm. Puis si je n'étais pas restée en enseignement, ce serait une place où je serais allée travailler vraiment à temps plein. Vraiment pour oui, la proximité des patients, mais vraiment le côté leadership d'équipe, puis de voir que ce que moi je voyais chez les patients, ça les aidait, puis ça les améliorait au niveau de leur qualité de vie, au niveau de leur quotidien. Puis de la prévention. La prévention, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important dans notre profession. Puis une place où on peut prévenir plein de problèmes, c'est en longue durée parce qu'on a le temps de les analyser, puis de les voir arriver, puis de faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc ça, ça a été une révélation plus tard, mais oui, ça a été vraiment un domaine super intéressant, la longue durée. Je trouve le rôle infirmier en soins de longue durée aussi vraiment intéressant parce que c'est toi les yeux, c'est toi l'évaluation, le jugement de mon patient, est-ce que je le transfère à l'hôpital ou pas versus les symptômes que j'ai devant moi. Est-ce que j'appelle le médecin ou je ne l'appelle pas parce que justement, il n'est pas tout le temps à côté. C'est toi avec une auxiliaire ou deux auxiliaires puis des préposés, mais donc c'est toi qui vas devoir prendre ces décisions-là. On a une grande autonomie, une grande responsabilité. Moi, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé, là, cet aspect-là de justement, puis quand ça décompense en CHSLD aussi, là, quand il y a un patient qui ne va pas bien, puis il faut que tu décides si tu transfères, puis que tu t'en occupes jusqu'à temps que tu attendes le transfert, c'est quand même une bonne petite dose d'adrénaline, je dois dire. Ah, absolument. Puis Mm. après ça, ben, dans la gestion des familles. Donc là, Ouais. c'est vraiment de travailler vraiment avec l'équipe complète. Là, tu sais, oui, le patient, mais beaucoup avec la famille, de voir aussi quelles sont leurs priorités à eux, quels sont leurs problèmes en lien avec leurs proches. Parce que des fois, le proche, ça va quand même relativement bien, mais tu sais, on voudrait peut-être plus pour eux, puis la famille ne veut pas. Donc, tu sais, on a beaucoup de négociations à faire avec la famille lorsqu'on est en CHSLD. Mm. Si on revient à notre début d'embauche, là, dans le fond, quand Mm. on choisit notre milieu, notre centre hospitalier, d'abord, moi, je pense que c'est important de choisir où est-ce qu'on va travailler. Est-ce que c'est un centre hospitalier, un CIUS ou des fois c'est un regroupement, là, en effet, mais où est-ce que je me vois travailler, dans quelle sorte d'hôpital je me vois travailler? Des très gros hôpitaux, il y a des petits. Dans les petits, il y a souvent un aspect qui est familial. Dans un très gros, il y a un aspect qui est spécialisé. Puis ça vient avec toute l'école universitaire aussi, là, par exemple.
Mais il faut choisir où est-ce qu'on s'en va travailler, puis il faut poser les bonnes questions, je pense, quand on est en entrevue d'embauche, voir qu'est-ce qu'ils vont nous apporter comme soutien en tant que CP. C'est des questions qu'ils ont le droit de poser, là, nos candidates à la profession, qui n'hésitent pas à poser les questions qui pour eux est essentielle. Si toi, tu penses que tu as un rythme d'apprentissage qui est différent, puis que tu as besoin de plus de temps d'orientation, mais tu peux poser la question puis dire OK, mais si moi, mon orientation est plus longue, si j'ai besoin de plus de temps d'orientation, est-ce que je peux le demander? Est-ce que c'est accepté? Ça, c'est des bonnes questions à poser, je trouve. Effectivement. Puis des fois, ils vont peut-être même te le suggérer. Il faut penser que lorsque on commence chez un employeur, que même si ça fait 20 ans que tu es infirmière, puis que tu changes de milieu, ben, tu as quand même une période d'approbation, de probation à faire. Donc, pour voir est-ce que tu vas être dans la vision de l'hôpital, est-ce que ce qui est important pour l'hôpital, est-ce que tu rentres aussi dans ces critères-là? Donc, quand on appelle la période de probation, ben, c'est la période où l'employeur peut malheureusement aussi décider que tu feras pas partie du personnel. Mhm. Donc, on va te remercier, on va te licencier, de dire, ben, malheureusement, ça ne fonctionnera pas pour nous. Et là, tu vas devoir refaire un processus d'embauche. Mais il ne faut pas le prendre comme une défaite. Mais il ne faut pas se mettre la tête dans le sable non plus. Il faut voir qu'est-ce qui a fait en sorte que, comme tu disais, bon, peut-être que c'est un trop gros hôpital. Puis peut-être que vous êtes mieux dans des plus petits centres où tout le monde se connaît, où c'est plus familial. Peut-être que les gros hôpitaux des grandes métropoles, ça ne vous fait pas. Vous êtes peut-être mieux en région. Est-ce que vous êtes obligé de rester à Montréal ou à Québec, ou si vous décidez de dire, ben non, je vais m'en aller à Val-des-Monts ou je sais pas moi, à Chicoutimi pour dire, ah, ben, je vais peut-être aller plus en région, ça va peut-être être plus facile. Donc, ça aussi, tu sais, il y a des hôpitaux qui sont moins spécialisés parce qu'on a des hôpitaux ultra spécialisés, mais on a des hôpitaux tertiaires aussi qui sont là, puis qui ont leur raison d'être parce que ça développe, ils en ont besoin pour leur population. Donc, puis c'est des cas, quand ils deviennent très lourds, là, on va les envoyer dans les grands centres. Donc, mais on n'est pas moins infirmière si on est dans des centres plus régionaux. Au contraire, je pense qu'on a notre place également. Donc, ça va être à regarder. Puis, la période de probation, elle est hyper importante parce que à la suite de ta probation, ça veut dire que là, maintenant, tu es engagé. Donc, et si tu es engagé dans un hôpital, c'est que ça vient aussi avec toutes les autres choses qui viennent avec, là, les assurances, tu vas devenir syndiqué. Donc, ça veut dire que tes droits d'employé vont être, bon, je ne dis pas davantage reconnus parce qu'ils le sont quand même, sauf que ça te donne un appui s'il arrive des litiges ou des problématiques, soit avec ton employeur, avec ta chef de service, avec un employé. Donc, tu sais, la syndicalisation, elle est là au Québec et puis il faut penser qu'elle est pas, elle est obligatoire. On a l'obligation, on ne peut pas dire, ah ben non, moi, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas besoin d'être syndiqué. Donc, toute personne qui est dans un établissement où le syndicat est là doit obligatoirement être syndiquée. Donc, ça va faire partie, mais tu vas l'avoir juste après ta période de probation. Tu ne pourras pas être syndiqué avant. Ça, c'est dur un peu avant parce qu'on manque un petit peu d'outils des fois aussi si on vit certaines injustices parce qu'on ne se le mentira pas, là, notre système n'est pas parfait. Les systèmes d'orientation, d'intégration à la profession ne sont pas tout le temps parfaits. Des fois, il y a des petits billets, des choses comme ça. Mais c'est sûr que le syndicat peut nous aider, mais je pense un petit peu moins hein, quand on est dans ce processus de probation-là. Donc, il faut juste en être conscient. Puis que c'est une marque c'est un marque qui marque notre parcours. Je n'ai pas de meilleur mot pour ça, mais quand ma probation est finie, là, on dirait que j'ai plus d'outils, puis j'ai mes assurances, puis là, je suis bien embriquée dans la machine. Il n'y a plus grand-chose qui va me faire sortir de là, finalement. Sauf Exactement. sauf C'est ça. ma démission. Puis après ça, ben là, tu vas pouvoir embarquer dans le processus de ah ben là, il y a des postes qui vont s'ouvrir sur d'autres départements. Là, tu vas pouvoir essayer des postes.
Puis peut-être que ça ne te tentera pas de, tu sais, tu vas dire, OK, bon, ben, je vais aller essayer aux soins intensifs. OK, tu as une probation tu vas, une probation, mettons, de 20 jours ou 30 jours. Mais au bout de 20 jours, si tu n'aimes pas ça, tu dis, non, je retourne sur le poste que j'avais. Donc, tu sais, tu ne perds pas rien. Tu vas Mm. rester dans la boîte, dans la machine, parce que tu es un employé. Donc, un employé syndiqué. Donc, à ce moment-là, ben, ça te protège. Donc, c'est pas parce que tu vas essayer quelque chose puis que tu ne l'aimes pas que ça va t'enlever tous tes droits d'employeur, pas d'employeur, mais d'employé. Tu vas simplement retourner où tu étais dans ton milieu. Donc, ça aussi, c'est important de le comprendre parce que des fois, je pense il y en a qui vont ils oseront pas aller essayer d'autres avenues parce que de peur de perdre leur emploi ou de dire, ben là, ils vont me dire que je ne suis pas bonne, fait qu'après ça, ils vont me licencier. Ça prend vraiment des causes majeures pour être licencié. Donc, fait qu'il faut vraiment que tu aies fait quelque chose de grave, puis répétitif pour que mais tu sais, le syndicat est là pour nous protéger aussi. Mais c'est ça, de prendre le temps et de l'essayer. Puis plus on va avancer dans la vie, plus on va vouloir essayer des choses. Puis des choses qui, à première vue, on n'aimerait pas. Puis parce qu'on l'a essayé, ben, comme nous, ben, peut-être que ça va être quelque chose que tu vas dire, ah ben oui, c'est le fun, puis j'aime ça. Parce que tu es rendu là dans ta carrière. Ouais. T'aurais-tu une recommandation, mettons que justement, là, en début de parcours, quelle sorte de milieu vers lequel je devrais me diriger? Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais plus faire en début de parcours, un poste que je devrais plus m'intéresser, un département plutôt, là, qui devrait plus m'intéresser que en début de parcours, là? Qu'est-ce que tu recommandes, toi? Ben, au début de parcours, tu sais, on est novice, hein, on commence. Donc, aller dans un milieu qu'on connaît. Donc, parce qu'on a fait des stages, puis que ça a bien été. C'est sûr que c'est un stage où ça a été difficile. Je ne te suggère pas de retourner là comme CP. Va dans un département où tu risques de te sentir à l'aise. Puis dis-toi que dans 1 an, dans 2 ans, tu iras ailleurs. Donc, tu sais, viens pas te mettre une pression supplémentaire sur les épaules parce que tu veux aller travailler dans un milieu actif, mais que tu n'as pas encore la vitesse, tu n'as pas encore la capacité de pouvoir agir rapidement parce qu'il faut que tu apprennes à développer cette compétence-là. Donc, dans une unité de médecine, dans une unité de débordement. Mais tu le sais que tu n'es pas très rapide au niveau des soins, ça te prend plus de temps. Bien, peut-être la longue durée serait dans les, dans les milieux où tu as un peu plus de temps de réaction. Tu sais, donc, je ne dis pas que les infirmières qui sont en longue durée ont pas la compétence. C'est des compétences qui sont différentes, mais le temps d'action n'est pas là. Donc, tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de creuser le dossier. Donc, on va aller davantage en profondeur, puis on va avoir davantage de temps pour donner des soins. Fait que si le temps est vraiment quelque chose qui est anxiogène pour toi, ben, je pense que c'est dans des milieux plus généraux, moins actifs, donc où il y a moins d'intraveineuses, de plein de techniques et tout ça, l'hyperalimentation, des gros pansements, tout ça. Ben, si pour toi, toutes tes méthodes de soins, c'est long, c'est difficile parce que tu en as fait, mais pas tant que ça. Puis quand tu en as fait, c'était long, ben, va dans un milieu où il y en a moins. OK? Tu Ouais. vas En peut-être même aller temps, en réadaptation ou donc à d'autres places. Donc, il y a toujours un milieu qui va te convenir davantage. ça peut être vraiment surprenant aussi, des fois, de choisir un milieu qui est juste un petit peu plus aigu, mais que ton ratio de patients est plus petit. Par exemple, il y a des étudiants ou en fait des CP qui performent super bien aux soins intensifs dès le début parce qu'à 1 ou à 2 patients, l'organisation est tellement plus facile. Si je parle par exemple de certains étudiants avec un TDAH ou des choses comme ça, l'organisation avec un patient, c'est beaucoup plus linéaire que d'avoir 2, 3, 4, 5 patients, puis là, que tu dois gérer toutes tes priorités de soins en même temps, puis tout ça. Fait que des fois, ça peut être surprenant aussi d'explorer ces avenues-là. Dans le fond, je pense que qu'est-ce que tu dis, c'est de choisir un milieu qui est en ligne avec nos forces. Ce que les profs de stage nous ont relevé comme force, si c'est le leadership, à ce moment-là, en longue durée, ça peut être une bonne option. Si c'est l'organisation du travail, d'aller sur un département qui est plus occupé,
Puis si c'est la relation d'aide, d'aller peut-être en santé mentale ou des choses comme ça. Fait que de choisir en fonction de nos forces, finalement. Exact. Ouais. Puis Oui. nos Puis intérêts. Je pense que c'est nos vraiment important intérêts, d'aller dans quelque chose qui nous passionne, ouais. même au début. Donc, si on peut choisir un peu, pister notre employeur vers des choses qu'on souhaite puis qui nous intéressent plus, bien, c'est important d'aimer ce qu'on fait dès le début parce que sinon, tu vas trouver ça difficile, là, ton entrée dans la profession, si c'est un sujet que tu trouves bien, bien plate. C'est ça. Oui, mais il faut aussi y aller avec. Moi, j'aime beaucoup tel milieu, mais je ne suis pas faite pour ça. Il faut aussi en prendre conscience. Hmm. Parce que plus tard, tu vas peut-être être bonne de dire, moi, j'aimerais ça aller travailler à l'urgence, mais écoute, j'ai de la misère à gérer 2 patients, puis quand je fais mon plan de travail, ça me prend 1 heure. Bien, je pense que l'urgence, c'est pas pour toi tout de suite. Plus tard, ça pourra l'être. Donc, ça Ouais. aussi, il faut en être conscient. Puis un autre aspect, c'est le quart de travail qu'on minimise. Si on veut tout travailler de jour de 8 à 5. Mais moi, c'est le quart de travail que j'ai détesté le plus parce que ça bouge trop. Il y a trop de monde, il y a trop de médecins. Et moi, j'ai fait ma carrière lorsque j'ai travaillé de nuit. Donc, quelqu'un qui n'a pas de difficulté à dormir, qui est capable. Puis pour moi, de nuit, c'était comme le pendant de ceux qui travaillaient de jour. Ceux qui travaillaient de jour, ben, ils dormaient la nuit. Ben, moi, je travaillais de nuit, puis je dormais de jour. Fait que j'avais mes soirées pareilles, donc j'étais capable, tu sais, j'avais quand même une bonne capacité de dormir. Moi, donne-moi un oreiller, puis je dors tout de suite. Fait que le côté de nuit, avec un travail qui est plus routinier, il y a beaucoup moins d'action. On a le temps davantage de faire les choses. Ça m'a permis beaucoup de- d'améliorer mes compétences. Donc, fait que le travail le corps de travail va aussi avoir un impact sur ta réussite dans l'entrée à la profession. Ah oui, moi aussi, je suis une fille de nuit. On s'entend bien là-dessus. Je pense que le rythme au niveau de l'apprentissage, des fois, ça peut vraiment être aidant. Tant mieux si on commence sur ce corps de travail-là, mais il faut être capable de dormir, là. Ça, c'est vrai. C'est C'est pas toutes ça. les filles qui sont capables, mais j'ai croisé plusieurs CPI récemment, puis celles qui étaient de nuit, c'est ça qu'ils m'ont dit, ils ont augmenté leur autonomie, leur jugement clinique, parce qu'il y a moins d'intervenants autour. Tu vois plus le patient aussi. De jour, là, des fois, il est parti en examen un petit peu partout, tu le vois moins. Tu as aussi une grosse charge de travail administrative, là, c'est-à-dire les prescriptions, tout ça à relever. De nuit, ça se calme un petit peu tout ça. Puis moi, j'aime bien l'ambiance différente de nuit. On dirait que tout le monde est un petit peu plus apaisé, même au travers des urgences. C'est ça que j'aime, je dois dire. Exact. Puis, tu sais, quelqu'un qui aime comprendre les choses, ben, tu as plus de temps parce que là, tu vas avoir vraiment le temps de fouiller dans le dossier puis d'essayer de comprendre, faire des liens avec les examens que le patient va passer, pourquoi le médecin a prescrit telle chose. Donc là, tu vas avoir du temps pour regarder tes dossiers aussi. Mm. Donc, c'est sûr que les patients sont là. Tu sais, il y a des infirmières de nuit, c'est parce qu'il arrive des urgences. On a à les surveiller aussi, mais c'est le, le temps de réponse est complètement différent. Oui. Ouais. Puis le soir, ben c'est un autre rythme où on a l'impression de faire toute notre journée, toute notre quart de travail en 4 heures. Parce qu'il faut que tout soit fait avant 8 heures. Fait que tu as de Mhm. 4 à 8 pour faire ça, puis il faut que tu ailles manger. Après ça, le reste, ben là, les patients sont couchés, puis là, c'est plus le côté administratif. Donc, l'organisation du travail est complètement différente de soir versus de jour versus de nuit. Donc, fait que tout dépendant comment tu es comme personne, ben, tu vas peut-être aussi essayer de privilégier un quart de travail, même si tu dis, ah, ben, donc de nuit, ça va être plus difficile. Mais peut-être que pour 2, 3 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va être parfait. Puis c'est comme ça que tu vas te développer, tu vas t'améliorer, tu vas devenir davantage une infirmière compétente. Puis après ça, ben, tu iras travailler de soir, tu iras travailler de jour. Mais au moins, tu auras fait, comme on dit dans le jargon, on t'a fait tes dents dans le milieu, ben, au moins de nuit. Ouais. Hein. Fait que tu vas avoir appris les routines, tout ça, puis tu vas avoir une meilleure autonomie, ça va être beaucoup plus facile. Puis après ça, tu vas aller travailler sur d'autres corps. Puis peut-être que tu vas dire, ah non, en fait, quand je retourne de nuit, parce que j'ai adoré de nuit, puis je vais rester là. Il y a une question qui me brûle les lèvres, Sylvie, puis que tu dois avoir souvent, je suppose, avec TSI, mais qu'est-ce que les. Dans le fond, on a dit quel département on devrait choisir en début de pratique.
j'entends souvent des collègues, des étudiants, des infirmières dire au début de ta pratique, tu es mieux d'aller sur un département très, très actif comme la médecine chirurgie plutôt que d'aller en PED périnate, périnate si c'est ça qui t'intéresse ou si c'est la santé mentale qui t'intéresse, tu es peut-être mieux d'aller en médecine chirurgie au début parce que c'est ça qui te permettrait de travailler, et de pas de travailler, mais de te préparer à l'examen de l'ordre. Toi, t'en penses quoi? Écoute, Tu dois l'avoir quelques fois, cette question-là, quand même. oui, ben, on se la fait souvent poser, mais il n'y a pas de réponse toute faite, parce que s'il y avait une réponse toute faite, tous les employeurs diraient, ben non, vous allez tout en médecine chirurgie. Puis oui, c'est sûr que l'examen est 80% sur de la médecine chirurgie, mais l'examen est là pour évaluer les compétences. Donc, techniquement, après ta formation, tu devrais être capable de passer ton examen. Ce que tu vas aller chercher comme CP, c'est davantage de connaissances, davantage de compétences. Puis si tu avais de la difficulté à faire tes liens, ça va t'aider. Mais que tu travailles, peu importe dans le milieu, l'important, c'est d'étudier puis de te préparer pour cet examen-là, peu importe le département où tu vas aller. J'ai des étudiantes que je connais qui n'ont même pas fait de CP et qui se sont présentées à l'examen puis qui l'ont très bien réussi. Donc, c'est pas parce que tu n'es pas dans un bon milieu ou en tout cas qui n'es pas en médecine chirurgie que tu ne passeras pas ton examen. OK? La base Oui. reste la base pareille. Tu sais, l'évaluation, les interventions, la pharmaco, c'est des choses que tu as appris dans ta formation c'est sur lesquelles on va te questionner pour la grande majorité des questions à l'examen. Oui. Mais si toi, la maternité, c'est ce que tu aimes le plus, puis c'est ce que tu voulais faire, puis que tu as la chance d'avoir un poste en commençant, ben oui, bravo. Par contre, tu ne seras probablement pas dans la salle d'accouchement non plus, parce que comme CP, il y a des milieux où il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas faire. Donc, tout ce qui va être des situations qui risquent de virer de bord rapidement, comme dans une salle d'accouchement, ben une CP n'a pas d'affaire là. Il faut que ce Mm. soit quand même des cas stables. Puis, en périnate, c'est tout sauf stable. Et, en tout cas, durant la période d'accouchement. Après, oui, c'est plus tranquille. Donc, fait qu'il faut voir aussi ces éléments-là lorsque tu vas travailler. Parce que tu dis, ah ben oui, je vais aller, hein, je vais aller dans la salle d'accouchement, puis tout ça, puis là, tu vas aller comme CP, tu vas dire, mais non, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu vas t'occuper des mamans qui sont là, puis tu vas t'occuper des bébés. Mm. Je viens de réaliser qu'on n'a pas défini c'est quoi CP, puis peut-être qu'il y en a qui sont en début de parcours de la formation, puis qui nous entendent dire CP depuis tantôt, puis qui n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. C'est candidate à l'exercice de la profession infirmière. Donc, c'est une étudiante qui a terminé son DEC, donc elle n'est plus étudiante, mais elle n'est pas encore infirmière parce qu'elle n'a pas réussi l'examen de l'ordre d'admission à la profession. Donc, ça qui est un examen qui est fait à peu près 3 mois après la graduation, ben, dépendant de si c'est septembre ou mars. Mais donc, cette CIPI-là, elle n'a pas toutes les mêmes tâches qu'une infirmière. Plusieurs d'entre elles là, sont déjà présentes dans sa pratique, mais tant qu'elle n'a pas son titre d'infirmière, il y a certaines tâches qu'elle ne peut pas faire. Avoir son titre d'infirmière quand elle réussit l'examen. Donc, c'est quand même beaucoup de préparation, cet examen-là. Puis, je suis contente que tu dises ça, on s'entend bien là-dessus. Moi, je pense que c'est important d'être dans un département qu'on aime, qui nous passionne. Donc, si justement, toi, tu es sûr que c'est de la périnate que tu veux faire, si tu es sûr que c'est de la santé mentale que tu veux faire, ça ne sert à rien de te trouver dans un département dans lequel tu ne seras pas heureux, que tu vas avoir des défis supplémentaires, que tu vas avoir de la misère à t'intégrer, puis qu'après ça, tu n'auras même plus d'énergie pour te préparer pour l'examen parce que d'être dans un milieu dans lequel tu n'es pas heureux, ou que tu ne t'accomplis pas, ne te permet pas de te préparer. Là. Fait que faut aller dans quelque chose qu'on a le goût de faire ou qu'on pense qui nous ressemble, qui ressemble à nos forces. Beaucoup plus que de choisir un milieu qui nous prépare à un examen ou qui est recommandé par les autres. Là. Exact. Puis, il faut penser aussi que lorsqu'on est CP, il y a des milieux où on ne peut pas aller travailler non plus parce qu'il faut vraiment être dans le réseau public. Donc, fait que si toi, tu dis, ben moi, je vais aller travailler pour dire quelque chose chez Emma Québec, je vais aller travailler dans une résidence privée, je vais aller travailler en pharmacie, ben comme CP, tu n'as pas le droit.
Mhm. OK? Donc, il faut vraiment que tu sois dans le réseau public. Lorsque tu as ta licence, donc lorsque tu as réussi l'examen professionnel, là, tu as un permis avec plein champ d'exercice. Et là, à la suite de ça, tu peux aller travailler. Là aussi, c'est très vaste. Là. Tu peux travailler à peu près où tu veux. Tu sais, là, je parlais d'Emma Québec, des résidences privées. Tu peux décider de faire une pratique autonome, d'aller travailler pour des compagnies d'assurance. Je ne sais pas si tu en connais d'autres milieux. Là. Il y a les pharmacies aussi de plus en plus. Les, les soins palliatifs, qui est une de mes nouvelles passions des 3 dernières années, les maisons de soins palliatifs qui sont, à proprement dit, d'autres milieux aussi intéressants à aller travailler, où est-ce que la dignité humaine, la fin de vie prend tout son sens, là, finalement. C'est un milieu tellement différent, je pense qu'on pourrait faire un podcast au complet là-dessus aussi, vu que c'est ma passion, j'en parlerai pas trop longtemps, mais juste d'avoir un ratio plus petit, de pouvoir te concentrer sur les besoins du patient dans sa fin de vie, de prioriser ça, c'est un élément très humain des soins que j'adore. Souvent, les gens qui arrivent là ne sortent, j'allais dire ne sortent plus, c'est pas ça que je veux dire. Les infirmières qui sont sur place vont rester longtemps dans ce genre de milieu-là. C'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Ouais. Toi, OK, justement, pour qu'on fasse le tour de tous les milieux qui peuvent exister, admettons là, que tu n'étais pas où est-ce que tu es rendu présentement aujourd'hui avec TSI, tout ça, mais que tu devais te réinventer puis te retrouver un nouveau milieu. Tu irais travailler où? Qu'est-ce que tu ferais? Écoute, ben moi, celui que j'ai adoré, c'était de travailler avec des étudiants, donc en enseignement. Ça, c'est vraiment, ça a été une passion que j'ai découvert, que je ne savais pas que j'avais, mais ça a été vraiment bien. Je te dirais que dans un milieu, j'irais créer ma propre clinique Mm. d'infirmière. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup titillé dans le temps que, tu sais, après mon bac, j'étais allée à la maîtrise. Puis IPS commençait au début. Donc, ça faisait comme 1 an ou 2 là, que l'on pouvait aller du côté d'IPS. Puis moi, j'ai décidé de m'en aller du côté recherche à la place. Mais si c'était à refaire, ce serait ce côté-là que j'irais. J'irais vraiment du côté IPS, puis d'avoir ma propre clinique pour faire des soins infirmiers. Parce qu'on a vraiment une pratique autonome. Il y a des choses qu'on peut mettre en place, puis on le voit arriver de plus en plus. Tu sais, l'accessibilité aux soins, elle est difficile, mais si les patients sont en première ligne, capables d'avoir une infirmière au départ pour les besoins courants de la vie là, qu'on a, ben, je pense que ça serait une avenue là, qui aurait fait partie de ma carrière. Mhm. Pour définir, c'est quoi IPS? C'est infirmière praticienne spécialisée. Spécialisée. Donc, ça, c'est rendu à la maîtrise, dans le fond. J'écoute le nouveau balado, justement, des IPS. Il ne faut pas nécessairement dire super infirmière, mais c'est encore dans le langage commun quand même. Donc, c'est une infirmière qui a un rôle élargi, dans le fond, qui a un droit de prescription, un droit de suivi auprès des patients, là. Donc, c'est vraiment un rôle super intéressant, là. En clinique, justement, majoritairement, mais dans d'autres milieux. Oui, ben on en retrouve dans le réseau, on en retrouve au privé. Donc, c'est vraiment une avenue super intéressante comme je vous dis, ça commençait. Ben, quand j'ai commencé à travailler en enseignement, on commençait à faire de l'évaluation. C'était tout nouveau encore de faire de l'auscultation pulmonaire, l'auscultation cardiaque, faire de l'examen physique. Donc, fait que ça commençait. Donc, mais des infirmières praticiennes spécialisées, il y en a dans tous les domaines maintenant. Il y en a en néonat, il y en a en cardio, il y en a en soins de première ligne. Là, je pense, il y en non, au niveau de la longue durée aussi, je pense que ça s'en vient. Oui, c'est ça, ça Euh, s'élargit. Mm. c'est ça, mais c'est ça. Puis il y a aussi, ben, même si tu ne fais pas ta maîtrise aussi avec le bac, ben, tu peux avoir aussi de la pratique qui est différente. Tu peux aller te spécialiser dans quelque chose, comme des infirmières en soins de plaie. Tout ce qui est prévention des infections, maintenant, tu peux décider peut-être de devenir une spécialiste en prévention des infections avec l'autonomie que tu peux avoir. Donc, fait que ça aussi, c'est des avenues qu'on ne pense pas tout le temps, puis qu'on n'a pas besoin de dire je vais faire ma maîtrise au complet. Mais avec le bac, avec des spécialisations, tu peux aller te chercher vraiment des choses particulières, pointues sur des éléments que tu aimes plus particulièrement. Mm.
c'est fou, hein, on pourrait faire tellement de choses. Des fois, je me dis, je pourrais aller faire ça, je pourrais aller faire ça, je pourrais aller faire ça, mais j'adore ce que je fais à l'enseignement. Là, je ne changerais pas nécessairement, mais c'est vraiment vaste. Moi, je pense que si je n'étais pas enseignante présentement, puis que là, je devais me réajuster, le cégep ne marche plus, je pense que je redonnerais une chance aux soins intensifs, voir si ma perception de. Parce que ce que je me rappelle, tu sais, de ça, c'est le patient est endormi, puis je ne peux pas y parler, mais dans le fond, la famille est là quand même. Il y a une approche humaine avec un patient qui est inconscient que je voyais peut-être moins quand j'étais jeune infirmière. Fait que là, je serais curieuse de retourner aux soins intensifs avec mon background en soins palliatifs, où est-ce qu'on a beaucoup de patients inconscients des fois, puis comment on leur parle, puis l'échange est autant important que ce patient-là, le non-verbal, quand on le regarde, tout ça. Fait que ça, je serais curieuse de retourner voir ma perception des soins intensifs maintenant. Puis, il y a un rôle que je voulais explorer quand j'étais en neuro, jeune infirmière, encore une fois, mais que je pense que je serais bonne, c'est dans les suivis de patients, tu sais, une infirmière pivot, une infirmière conseil, qui était un rôle à ce moment-là, quand j'étais infirmière à l'hôpital, c'était un rôle qui était fait pas nécessairement par juste des bachelières. Donc, si tu avais une technicienne qui avait quand même beaucoup, beaucoup d'expérience, dans, par exemple, les patients avec le Parkinson, tu devenais infirmière de suivi de Parkinson. Donc là, tu suis tes patients à domicile. C'est eux qui t'appellent, tu sais, qui disent là, mes symptômes augmentent, qu'est-ce que je peux faire? Puis qu'après ça, tu t'assures qu'ils ont un rendez-vous avec le médecin ou tu leur fais de l'enseignement par rapport à telle chose. Donc, ça, l'aspect enseignement suivi d'un caseload de patients, je pense que ça, j'aimerais ça. Il y a vraiment plein de rôles finalement. Ah oui, bien ça, on le voit aussi en GMF maintenant, les infirmières sont de plus en plus présentes, là. Maintenant, c'est avant de parler à un médecin, il faut que tu parles à une infirmière. C'est elle qui va voir si tu as besoin d'avoir un rendez-vous avec le médecin ou si elle va elle va régler ton problème tout de suite, là. Donc, Oui. tu sais, vois-tu ce que je disais tantôt, on pourrait à chaque année changer de milieu. Je pense qu'on ne ferait même pas le tour de toutes les possibilités qu'on peut avoir comme infirmière pour pour le travail. Tu sais, puis, un autre qui me revient en tête, de travailler un peu comme dans les agences gouvernementales, comme la santé et sécurité au travail, de travailler dans les compagnies pharmaceutiques comme représentante. Ah, ça, Euh, j'ai fait ça. oui, Oui, moi, j'ai pas travaillé longtemps. pour moi, ça a été dans les compagnies d'assurance à un moment donné, faire des évaluations pour être éligible au niveau des assurances, là. Faire des prises de sang, faire des questionnaires, tout ça. Donc, il y a tellement de possibilités je pense qu'on a passé d'une vie malheureusement en tout cas, pour tenter toutes les choses. Puis là, on a parlé juste de la région, mais on pourrait aller travailler dans le Grand Nord, on pourrait aller travailler sur des bateaux de croisière. Il y a des infirmières qui travaillent sur des bateaux de croisière. Il y en a qui sont des infirmières qui ont le NCLEX, dans lequel ils sont capables d'aller travailler dans d'autres pays. Donc, ils Mhm. vont travailler dans d'autres pays. Ça aussi, ça fait partie des possibilités qu'on peut avoir comme infirmière euh, lorsqu'on a déjà un permis pratique, on peut avoir d'autres permis ailleurs. Donc, tu sais, c'est une profession qui est universelle, être infirmière. Fait que tu peux travailler au Canada, mais tu peux aller travailler aux États-Unis, tu peux aller travailler partout dans les pays sous-développés, dans d'autres pays industrialisés aussi, en Europe, peu importe, là. On Donc, peut se faire un parcours aussi quand on réfléchit à qu'est-ce qu'on veut faire ou tu sais, justement en début de pratique, là, je commence sur un département, j'aime ça correct, mais pas tant, mais me dire l'année prochaine, je me vois à telle place. Puis plus tard, c'est ça que je voudrais faire. Mais c'est bon de se faire parce que petit, on le fait. Quand on est ado, on se donne un plan de match, on dit, bon, OK, je vais aller faire mon deck. Peut-être qu'on s'était dit en soins infirmiers, puis peut-être qu'on s'était dit dans d'autres choses, mais on s'est ramassé en soins. Une fois qu'on a gradué nos soins, c'est important de continuer à avoir cette espèce de progression de carrière-là, même si on est dans un domaine tu es infirmière, tu pourrais rester infirmière si tu veux, mais tu peux rester infirmière puis d'être dans plein de milieux différents. Puis ça, c'est super intéressant de voir qu'est-ce que tu vas aller chercher comme apprentissage, quel milieu tu veux explorer. Puis c'est merveilleux parce que tu peux explorer ça puis revenir chez vous si ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a quand même des besoins pas mal partout. T'sais. Fait que quand tu dis à l'infirmière chef de neuro,
OK, là, je pense que j'aimerais ça, beaucoup de défis. Elle dit, OK, tu reviendras dans 2 semaines. C'est ça qu'elle m'avait dit. Elle avait raison, mon infirmière-chef. Elle m'a dit, ah oui, t'es sûre, tu vas aller aux soins intensifs, Karine? Puis j'ai dit, oui. Elle dit, ben, c'est bon, on se revoit dans pas long. Elle n'avait pas tort. Ah oui. Mais, tu vois-tu, moi, quand j'avais terminé ma formation, dans la dernière année, notre dernier stage, notre prof, elle nous avait demandé de nous faire justement ce plan de carrière-là. Où est-ce qu'on se voyait dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, puis dans 25 ans. Puis j'avais gardé cette feuille-là. Puis moi, je m'étais vue être directrice de soins infirmiers. Fait que, puis vois-tu, c'est quelque chose que maintenant, non, ça me disait rien. Puis je suis pas allée par là, je suis allée plus en enseignement. Puis dans mon cheminement, au début, quand je l'ai fait, il n'y a rien qui s'est fait. Oui, l'urgence soins intensifs, ça, je l'avais mentionné. Mais après ça, c'était de la gestion, de la direction. Puis je me suis en allée en enseignement. Mais si, moi, je me rappelle qu'est-ce que pendant mon deck, quand on te demande souvent, là, on dit où est-ce que tu vois à la fin de ton deck. Ça, moi, c'était tout le temps urgence, pédiatrie, puis même psychiatrie m'intéressait vraiment beaucoup. Puis finalement, ben, je ne vais jamais aller travailler dans ces milieux-là du tout. Mais je suis très épanouie dans ce que je fais. Fait que des fois, la vie nous amène des surprises, puis c'est juste mieux comme ça. La vie, c'est plus que où est-ce qu'on doit s'aligner, des fois. Mais t'es pas Exact. encore cette feuille-là, Sylvie? Oui, ben, je l'ai eu longtemps. Là, je l'ai juste scanné. Je l'ai Ah, gardé. ça serait le fun que tu nous la sortes. Ah oui, je vous sortirai Ça ça. serait cool. On checkera ça ensemble, voir tout le parcours aussi que tu t'étais donné, puis qu'est-ce que tu as fait réellement ensuite. C'est Ah oui, intéressant quand c'était. même Ouais. de retourner dans nos idées de parcours parce que ça, on a plein Mhm. d'attentes. Finalement, c'est pas toujours ça qui arrive, puis c'est correct. Non, puis c'est correct, la vie nous amène ailleurs, la vie nous amène d'autres opportunités. Puis tu sais, la- les soins infirmiers, c'est encore appelé à changer. Tu sais, si je vois depuis 30 ans toute l'évolution qui s'est passée avec les soins infirmiers, bien, ça n'a pas fini. Ça veut dire que ça va changer encore. Regarde dans le temps de Florence Nightingale, qui était des gares malades, puis regarde ce qu'on fait maintenant dans la pratique. C'est deux mondes, là, ça ne se compare même pas. Donc, ça va continuer d'évoluer, mais ça va changer par les infirmières, par ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils veulent développer. Oui. Finalement, je pense que pour conclure l'épisode, je dirais que peut-être c'est normal de douter au travers de ce processus-là, que tu sois durant ton deck, puis là, tu te demandes si tu es à la bonne place ou durant ton intégration. C'est normal que tu aies ces questionnements-là. Est-ce que ce milieu-là me correspond? Est-ce que finalement, je suis faite pour être infirmière? Peut-être pas. Si je trouve ça dur sur ce département-là, peut-être que c'est parce que je ne suis pas faite pour être infirmière. Je pense que ce doute-là est probablement normal, mais demander, poser des questions autour de vous. Vous avez plein de mentors aussi dans les départements où est-ce que vous travaillez. Il y a des gens qui se sont promenés de milieu en milieu, il y a des gens qui sont là depuis longtemps, d'autres qui sont là depuis moins longtemps, mais qui sont épanouis, ils peuvent vous donner des pistes sur qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir mieux, puis où est-ce que tu te vois un petit peu plus tard, de te poser les bonnes questions, cette réflexion-là. Poser des questions aux gens qui vous entourent, parce que je pense qu'ils peuvent vraiment vous aider à vous orienter finalement. C'est comme si on se retrouve à rechoisir une nouvelle profession dans une profession, finalement. Exact. Oui, on change de milieu. Puis, tu sais, lorsqu'on fait notre cours, tu sais, la formation, on se promène de milieu en milieu, c'est pas pour rien. C'est pour voir aussi qu'est-ce que tu vas aimer davantage. Oui, il y a des compétences à développer dans chacun des milieux, mais c'est aussi de te mettre les deux pieds dedans pour savoir, bon, ben, je vais-tu aimer ça ou pas. Puis ça se peut que la pédiatrie, t'aimes pas ça. Puis, comme je dis des fois, ben oui, c'est ton mal nécessaire. Ça fait partie des compétences que tu dois acquérir. Un minimum de compétences, ben, tu vas le faire, mais tu sais que tu n'iras jamais travailler là. Et moi, je me le disais, moi non plus, moi, c'est la pédiatrie, j'ai assez de mes enfants à la maison que c'est pas vrai que je vais aller m'occuper des enfants des autres à l'hôpital. Mais ça, c'était ma réalité à moi, là. Et donc, puis de te faire dire, parce que tu es dans un milieu, que tu n'es pas une bonne infirmière, c'est la chose qui est à proscrire, puis ne pensez jamais ça. C'est pas parce que ça ne va pas bien sur un département que vous n'êtes pas une bonne infirmière. C'est juste que le milieu n'est pas bon pour vous.
Donc, vous avez fait votre technique, vous avez fait votre bac. Donc, on a jugé que vous aviez les compétences pour être infirmière. Vous avez votre licence d'infirmière. C'est le milieu qui n'est pas adéquat avec vous et non pas vous. Donc, ne doutez jamais. Puis si vous êtes dans un milieu comme ça où on vous rabaisse en disant que vous n'êtes pas une bonne infirmière, mettez vos jambes à votre cou puis changez de place. Oui. Donc, votre santé mentale est beaucoup plus importante que le milieu de travail. Il faut penser que oui, on parle beaucoup de profession, mais au départ, c'est un travail. Puis, on a un travail pour pouvoir vivre, pour pouvoir amener de l'argent, puis d'avoir une belle vie. Donc, ce n'est pas une fin en soi, le travail. Et le milieu, ben, vous allez trouver votre milieu dans l'endroit où vous allez, on va pouvoir s'épanouir, être heureuse. Dans le temps que j'ai travaillé, on a eu des belles collaborations, on a eu même, on fait des amitiés aussi. Ça devient ton cercle d'amis, ton cercle de connaissances. Donc ça devient important parce que ça fait partie de ta vie. C'est pas juste ton travail. Ah, il faut se sentir bien dans l'équipe aussi. On n'a pas parlé de ça, mais là, le temps file. Ouais. Se sentir dans l'équipe qui nous accueille, se sentir bien, c'est essentiel. Fait que magasiner, finalement, c'est correct qu'on magasine un peu notre département. Ça ne nous convient pas, on change. Why not? Exact. Puis on a la chance maintenant, aujourd'hui, de pouvoir choisir les milieux où on est. L'important, c'est de rentrer dans le réseau. Donc, après notre probation, puis après ça, magasiner. Oui, pour pouvoir s'épanouir, parce que c'est passionnant, Exact. la profession infirmière. Oui, parce que c'est la plus belle des professions, hein. Il faut juste choisir l'endroit où on va être bien pour s'épanouir. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Merci, Sylvie. Hey, merci, Karine. Ça a été vraiment intéressant encore une fois. Puis, on va pouvoir continuer à reparler de ça dans un prochain podcast. Pas mal sûr. À la prochaine. Bye bye. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Mais pas de panique, on revient très vite avec encore plus d'astuces, des histoires pour vous accompagner dans votre parcours d'infirmière. Rappelez-vous que vous soyez novice ou presque experte, même Florence Nightingale a dû commencer quelque part. À bientôt et prenez soin de vous comme vous prenez soin des autres. Si vous avez apprécié cet épisode, pensez à nous laisser 5 étoiles ou un commentaire. Merci de faire grandir la communauté de infirmières de novices à expertes.